Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir à l'antenne ce soir. Je suis en charge de l'ouverture de ce bel événement, donc je vais en profiter également pour me présenter puisque j'ai pris mes fonctions il n'y a pas très longtemps. Je suis Cécile Goubet, je suis la nouvelle directrice générale de l'Institut de la finance durable depuis une bonne dizaine de jours maintenant. Donc j'ai déjà eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous, notamment lors du jury de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, on se retrouve ici pour la 6e édition. C'est un moment important puisque, vous le savez, l'Institut de la finance durable a vraiment comme vocation d'accompagner et de fédérer l'ensemble de la place financière de Paris dans ses pratiques pour atteindre, enfin pour participer, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul bien sûr, mais en tout cas pour contribuer à l'atteinte des accords, à l'atteinte des accords des objectifs de l'accord de Paris et également aux ODD. Et plus globalement, en ayant en tête la notion de justice sociale et donc de transition juste également. Alors, pour accomplir cette tâche, on sait qu'on ne peut pas faire à un niveau équivalent et que les innovations, et ça on le retrouve dans globalement tous les secteurs de l'économie, les innovations sont absolument essentielles pour accompagner cette transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, cette collaboration qu'on fait avec France FinTech, je laisserai la parole à Tatiana juste après pour parler également de ce magnifique panorama que nous faisons avec le cabinet Juliette Sterwen aussi. Pour nous, c'est très important puisque justement, on a besoin de ces jeunes talents, de ces innovations pour pouvoir accélérer sur le chemin de la transition. Et pour nous, cet événement, c'est aussi un moyen de mettre à l'honneur les entrepreneurs, les entrepreneuses qui servent cette transition en ayant de nouvelles solutions à proposer à tous les acteurs de l'économie et aux acteurs financiers plus spécifiquement. Alors, je laisserai Tatiana parler de la 2e édition du Panorama des FinTech durables. Mais ce challenge, je tenais plus particulièrement à remercier en fait l'ensemble de nos sponsors, puisqu'on voit que d'année en année, on prend de l'ampleur, notamment en pouvant, en étant en meilleure capacité d'accompagner nos lauréats avec un véritable accompagnement à la fois financier et accompagnement plus global pour les aider à grandir. Et je vous avoue que nous en sommes très fiers, puisque c'est aussi apporter une petite pierre à l'édifice de toutes ces jeunes graines, pousses ou arbres, de façon à ce qu'elles puissent atteindre une taille critique et devenir, nous l'espérons, de très belles et prospères entreprises à l'avenir. Alors, cette 6e édition... Alors, pardon, Tatiana, je vais te laisser la parole et puis je reprendrai juste après pour introduire la table ronde. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite un très bel événement et une très belle soirée avec nous. Merci à tous. Bonjour, donc je suis Tatiana Ramarosson, responsable études et contenus de France FinTech. France FinTech, c'est l'association représentative des FinTech en France. En France, on compte plus de 900 acteurs. Et justement, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire ce panorama, parce que les acteurs sont tous différents et que les acteurs autour de l'impact, de la durabilité sont de plus en plus nombreux. Cette année, avec le panorama, on peut mettre en évidence qu'il y a aujourd'hui 12% des acteurs qui sont sur la FinTech durable. Donc c'est vraiment un chiffre qui, on pense, va augmenter d'année en année parce que le sujet est de plus en plus important. On est ravis d'avoir réalisé ce panorama donc, avec l'Institut de la finance durable parce que ce sont des sujets qui sont cœur et qui sont de plus en plus importants, comme je le disais. Nous l'avions également réalisé avec Juliette Sterwen et BPI France. Nous avons eu le soutien de Finance Innovation. Et nous sommes ravis de vous le présenter. Je pense qu'ils ne sont pas sur les tables, mais ils y sont à l'extérieur. Donc, je vais laisser Cécile continuer la présentation pour le début des interventions. Merci à tous. Merci beaucoup, Tatiana. J'en profite donc pour remercier nommément l'ensemble de nos sponsors et partenaires sur ce challenge, grâce à qui rien ne serait possible, évidemment. En premier lieu, le Climate Finance Fund, l'ADEME, la Société Générale et France Assureurs,
Votre contribution est, comme vous le savez, absolument cruciale pour pouvoir accompagner nos lauréats comme il se doit, et nous vous en remercions. Je tenais également à préciser qu'on a apporté cette année une attention particulière également à la promotion de la diversité lors des sélections, tout simplement pour bien rapprocher ces questions de transition écologique, énergétique et de transition juste et de justice sociale. Donc ça a été quelque chose d'assez important pour nous, de façon à garantir la plus grande diversité des profils possibles aussi, notamment parmi nos lauréats. Donc, maintenant que je vous ai raconté tout ça, je déclare la cérémonie de récompense de la 6e édition des challenges ouverte. Et pour commencer, je vous propose une table ronde qui va traiter de la question de comment structurer un écosystème d'innovation financière, évidemment en faveur de la transition écologique en France, puisque nous sommes là pour ça. Et pour y répondre, j'invite Arnaud Dumas de Novetic, qui sera notre modérateur sur cette session, Sébastien Rougier de Juliette Serwen, on n'a pas de musique pour accompagner, on y pensera pour l'année prochaine, Philippe Taffin de France Assureur, Jérôme, pardon, excusez-moi. Et Aurélie Gillot de la Société Générale. Et la gagnante de la catégorie potentiel international de la précédente édition, Marie-Anne Vincent, Sweep for Finance. Je vous en prie. Merci, bonjour à tous, oui ça marche. Merci à l'Institut de la Finance Durable et à France FinTech. Ça va être... Oui, voilà. Ça, on a chacun le sien. Et puis à chacun des intervenants pour parler donc de ce sujet, des relations entre les FinTech, l'émergence des FinTech durables, dont on nous a donné des chiffres intéressants. On voyait qu'elles font 12% des FinTech. Moi, j'avais 11%, donc on voit une progression. et la relation avec aussi des grands groupes, voire des assureurs, des banques. Comment ces relations se passent et comment ça permet aussi à la fois de structurer cet écosystème de FinTech durable et aussi de transformer peut-être aussi le business model des banques, des assurances qui est en pleine révolution. On peut dire que la révolution durable les pousse à se changer, à changer leurs pratiques. Et on va voir comment les FinTech permettent cela. Ces FinTech, c'est assez varié. Enfin, je pense que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre si vous suivez les FinTech Awards tous les ans, mais ça va des néobanques vertes à des solutions beaucoup plus, encore plus pointues sur les données ESG. Et on a Sweep à côté de nous, à côté de moi, pardon, qui pourra en parler. Et elles s'inscrivent de manière très différente elles travaillent de manière très différente avec les banques et les assurances. Et c'est ce qu'on va voir. Et on va commencer tout de suite pour faire un petit état des lieux en fait de ce panorama. Et on va avec vous, Jérôme Balme. Donc vous travaillez chez France Assureur, donc la fédération des assurances. Vous êtes en charge notamment des technologies. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez monter ce sujet des FinTech et des InsurTech même, le sujet de la durabilité dans ces entreprises? Est-ce que vous l'avez constaté, cette progression, et comment vous travaillez dessus en fait? Bonjour à tous, merci. D'abord, il y a le sujet des health tech qui monte, comme vous le voyez. La santé. Pour la santé, mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Assurance, prévention, message. Quand vous revenez de la plage, faites attention, les tongs, ça glisse. Voilà. Je referme ma casquette d'assurance prévention et pour parler d'assurance de technologie et notamment les feuilles mouillées. Et les feuilles mouillées à l'automne. Voilà. C'est un sujet effectivement qui monte et qui pourrait se subdiviser déjà en deux grandes catégories pour les assureurs. Les assureurs, ils sont à la fois en fait des acteurs dans la dépense en matière de réparation, tout ce qu'il faut réparer. Et aujourd'hui, il faut réparer, c'est mieux, il faut réparer durable. Donc on a un premier enjeu, par exemple, dans tout ce qui est mise en œuvre, en fait, de réparation durable, de matériaux de réemploi, à la fois pour l'habitation, mais également pour l'automobile. Alors ce n'est pas un sujet simple, parce qu'il faut à la fois obtenir l'accord et l'aval du client. Il faut que le client soit
en phase avec cette démarche, et c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Hein. Les clients sont désireux en fait de participer à cette démarche d'utilisation de matériaux de réemploi dans les différentes réparations qui leur sont proposées. Mais il faut également arriver à sourcer les matériaux, les composants. Par exemple, sur une voiture, il faut évidemment s'assurer qu'une pièce de réemploi va être du bon niveau de qualité. Donc ça, c'est un premier enjeu, je dirais, au passif des assureurs, c'est-à-dire ce que les assureurs dépensent pour réparer ce qui a été abîmé ou cassé. À nouveau, sans aucune référence avec le vivant ici. Mais donc, ça, c'est un premier enjeu pour nos adhérents, pour les entreprises d'assurance. Le deuxième enjeu, et il est évidemment presque encore plus colossal en termes de masse, c'est l'actif des assureurs, c'est-à-dire c'est l'argent que les assureurs investissent dans l'économie et investissent dans un certain nombre d'entreprises et pour lesquelles ils vont avoir des besoins là de fléchage, de taxonomie et donc où un certain nombre de technologies, un certain nombre de fintech peuvent venir aider en fait les assureurs dans cette tâche en fait liée à leur rôle en fait en tant qu'investisseurs dans l'économie. Donc c'est un sujet qui monte et pour lesquels la technologie ou les technologies peuvent venir au service en fait de ces enjeux pour les assureurs. C'est de la technologie qui aide à faire du reporting, par exemple, ou c'est... Alors oui, si on reprend le premier enjeu, on va plutôt être sur des technologies qui permettent de faire de la classification, qui permettent de certifier la bonne qualité de pièces. Donc ça peut être par exemple des technologies de type blockchain ou autre. Et puis par exemple, effectivement, sur tout ce qui est financier, reporting financier, là on va plutôt être sur des logiciels en mode SaaS qui vont aider en fait les assureurs dans leurs objectifs en termes de reporting, dans la traçabilité de leur comptabilité carbone, etc. Donc c'est toute la palette en fait des technologies qui peuvent être mobilisées pour aider les assureurs dans ces enjeux-là. J'ai vu qu'il y avait aussi des startups qui font de l'imagerie pour vérifier le risque physique, où se situe le risque physique des biens assurés. Alors, ça, c'est encore un autre élément, effectivement, dans la palette des actions que les assureurs peuvent mener, et là, qui se situe plutôt en amont des risques climatiques ou des risques liés à la transition énergétique, à la transition climatique. C'est tout ce qui est prévention, action de prévention, et où là, effectivement, on va avoir un certain nombre d'acteurs spécialisés dans l'imagerie, l'exploitation de l'imagerie. Donc on a plusieurs types de sources d'images qui peuvent se cumuler, qui peuvent aujourd'hui être mieux exploitées à travers l'intelligence artificielle notamment. Vous avez l'imagerie satellite classique, vous avez des drones, vous avez l'imagerie aérienne. La combinaison en fait de toutes ces sources d'images et leur exploitation permettent aux assureurs de travailler sur des enjeux comme le recul du trait de côte, la prévention de certains risques naturels. On parle beaucoup aussi, et on espère que là-dessus, on aura des éléments qui nous permettront de progresser en la matière. On parle beaucoup du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, qui est un enjeu majeur pour l'habitation, pour l'habitation des Français, avec plusieurs millions d'habitations qui sont à risque en fait, de ce phénomène qui s'amplifie avec les périodes de sécheresse qui s'intensifient ou les périodes humides avec des épisodes humides très intenses. Donc ce phénomène-là, par exemple, là aussi, l'imagerie, la captation de température, etc., on espère que des technologies et que des startups qui s'intéressent à ce sujet-là aideront les assureurs à mettre en place des solutions de prévention sur ces risques qui s'intensifient avec la transition climatique. Et chez France Assure, du coup, vous travaillez comment avec ces fintechs ou insurtech? Alors, très récemment, en fait, il y a un petit peu moins d'un an, on a créé, en fait, à la demande en fait, de nos adhérents, ce qui montre que c'est un sujet qui les intéresse, on a créé un groupe de travail qui s'appelle Climate Tech, et donc qui nous permet effectivement de partager les bonnes pratiques, d'essayer d'identifier des tendances technologiques qui permettent de répondre à ces différents besoins. Et c'est un groupe de travail qui se réunit très régulièrement, qui se réunit tous les mois, qui suit attentivement d'ailleurs les travaux et le challenge d'aujourd'hui. Ils sont impatients d'en connaître les résultats qu'on a gardés sous embargo, et donc ils seront impatients, comme vous tous, de connaître les lauréats de cette année. Dans ce groupe de travail, il y a des fintech aussi ou des insurtech Non, c'est un groupe de travail qui est... Alors, on est amené parfois à auditionner ou à échanger en fait, avec des acteurs externes, mais c'est un groupe de travail qui est effectivement composé de permanents de France Assureurs et de représentants de nos adhérents, qui sont les personnes qui travaillent en fait, sur ces enjeux de durabilité au sein de nos adhérents. D'accord. On va regarder du côté des banques avec vous, Aurélie. Vous aussi, vous surveillez aussi pas mal les fintech durables. Et cette année, je crois que vous êtes tout particulièrement attentif. Vous m'aviez raconté en
en préparant cette table ronde que c'était un sujet sur lequel vous regardiez particulièrement. Oui, alors on ne les surveille pas. Peut-être un mot un peu fort. Voilà, on est dans le radar en tout cas. Surtout, on a comme ambition de travailler avec eux parce qu'on sait que ça va être le monde des startups qui vont nous apporter les solutions qui nous permettent d'accompagner nos clients, d'accélérer la transition. Et oui, effectivement, on voit de plus en plus de fintech ou de green tech ou de climate tech, je ne sais pas comment on les appelle, mais en tout cas un certain nombre d'acteurs qui nous aident à apporter des solutions, à compléter notre offre à destination de nos clients. On a lancé on a un incubateur qui s'appelle le Global Market Incubator qui est accroché à nos activités de marché, et la cohorte en fait de 2023 était entièrement dédiée à des sujets d'impact positif, et donc on accompagne 11 startups dont certaines étaient aussi participantes à ce challenge en finale, etc. Et l'idée vraiment c'est de couvrir l'ensemble du panel. On part des sujets de données ESG, de mesures d'impact, de mesures d'empreinte carbone, à des sujets de biodiversité, de finance et investissement à impact. Et c'est des fintechs qui apportent une palette de services en plus que la banque peut apporter à ses clients ou qui viennent... Oui, alors en général oui, et ce qu'on essaye de faire, c'est dans les différents incubateurs, accélérateurs qu'on a, c'est de toujours avoir un sponsor métier pour travailler avec la start-up directement avec un métier qui est intéressé. C'est-à-dire qu'en général, on ne va pas aller accompagner une start-up où on n'arrive pas à voir comment on va l'accrocher à l'un de nos métiers, comment sa solution va pas apporter quelque chose à un métier, à nos clients. Je peux citer l'exemple dont on est assez fier de Nemer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Société Générale a lancé une offre qui s'appelle le Pack Solaire, qui est une offre de parcours complet en fait à destination de nos clients PME, et on a fait ça en collaboration avec Nemer, qui est une start-up qui utilise, grâce à l'intelligence artificielle, beaucoup de données autour des bâtiments. Et donc on utilise les services de Nemer, et ensuite on a un parcours avec notre conseiller de clientèle, et ensuite derrière avec des partenaires clés pour l'installation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments de nos entreprises. Donc c'est vraiment un service que vous apportez à votre palette, ouais, pour vos clients. L'idée, c'est vraiment d'offrir à nos clients un parcours complet, finalement, de la partie sensibilisation, compréhension du sujet, à premier calcul d'empreinte carbone, premier diagnostic, et jusqu'à ensuite la mise en place de solutions. Et sur le back-office de la banque, il y a aussi je ne sais pas si ça s'appelle le back-office, mais le métier interne de la banque, est-ce qu'il y a aussi des solutions fintech qui peuvent aider à transformer, ou est-ce que ce n'est pas forcément là votre focus? Alors, dans les métiers internes, oui, on a besoin des fintech, et on fait souvent appel à elles, des appels à projets, etc. Pour tout ce qui concerne la donnée, la data, ESG, comment la gérer, comment la piloter. On va plutôt être sur ces sujets-là, des sujets d'analyse de risque aussi. Voilà. Donc c'est vraiment il y a les deux facettes, l'accompagnement du client et puis l'accompagnement. Voilà, et l'accompagnement propre de l'entreprise. D'accord. Marianne, donc vous êtes la fintech de la table ronde. Chez Sweep, déjà, vous pouvez peut-être nous rappeler, peut-être que tout le monde connaît Sweep, mais juste nous dire en 2 mots ce que vous faites, et puis nous dire vous quels sont quels atouts vous voyez au FinTech en termes d'innovation financière durable. Vous, en plus, selon votre parcours, vous avez travaillé un peu dans les grands groupes, un peu dans les FinTech maintenant. Donc vous avez un peu cette double casquette, double connaissance plutôt. Oui, merci Arnaud. Donc Sweep, on est une plateforme SaaS qui pilote la stratégie climat et ESG des entreprises et des acteurs financiers. Donc on a été créé en 2020 et on a d'abord lancé la plateforme sur la partie entreprise corporate. Et depuis 1 an et demi, on a lancé l'offre pour les acteurs financiers. Et donc, c'est vrai qu'on peut couvrir un peu différents cas d'usage. On peut faire l'empreinte carbone de l'entreprise en tant que telle. Donc, une banque, déjà, avec plusieurs pays, plusieurs dizaines, centaines de milliers de collaborateurs, ça reste une entreprise pour laquelle l'empreinte carbone, même hors investissement, est compliquée à collecter. Puis, dans sa chaîne de valeur, la partie portefeuille d'investissement ou portefeuille de prêt, où là, on voit qu'il y a quand même un gros sujet sur l'agrégation et le manque de données. On travaille aussi sur toute une offre réglementaire. Donc, par exemple, avec la CSRD, beaucoup d'acteurs financiers, que ce soit les assureurs, les banques
et même les gros fonds d'investissement vont devoir faire leur rapport CSRD, et puis forcément SFDR sur les portefeuilles d'investissement. Donc en fait, la palette, elle est un peu large, on travaille un peu sur les différents cas d'usage. Nous, en fait, on voit qu'il y a un vrai besoin où nous, on peut combler certains manques. Par exemple, on a lancé d'abord l'offre sur les fonds de private equity, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de data providers sur l'ESG, des MSCI, des Trucost, qui sont sur le listé. Mais par contre, sur le non-coté, ça reste un enjeu assez compliqué aujourd'hui, parce que très peu de startups font des bilans carbone. Et nous, en étant un peu le lien entre l'économie réelle et la finance, on peut apporter un peu des solutions aux deux mondes. Donc on va pouvoir, au-delà des estimations, apporter des vraies données sur le carbone, sur l'ESG. Quand on travaille avec des assureurs, il y a quand même 10-15% de leur portefeuille qui sont investis sur le non-coté, qui aujourd'hui sont rarement intégrés dans les rapports ESG, parce qu'ils ont du mal à collecter l'information sur leurs investissements immobiliers, sur les fonds de private equity dans lesquels ils investissent. Donc nous, on va aussi pouvoir combler ce manque de données. Et puis en termes de réglementation, je pense que c'est important d'être une start-up et pas avoir aussi toute cette legacy qu'on peut avoir sur les systèmes d'information pour aider à développer des offres beaucoup plus rapidement. Nous, on investit plusieurs millions dans notre plateforme, et donc c'est vrai que voilà, quand SFDR change de règles d'agrégation tous les trimestres, on peut rapidement corriger la plateforme. CSRD, c'est pareil, en fait, très rapidement, les ESRS ont été publiés, il faut lancer une offre en quelques mois, donc on va pouvoir mettre toute une équipe d'ingénieurs sur la plateforme. Donc cette vélocité, cette flexibilité, c'est vrai qu'on va plus l'avoir dans une start-up, notamment qui vient de la data, que dans un grand groupe. C'est vrai que moi, j'ai travaillé donc longtemps chez BNP Paribas, chez HSBC, ou même si on a avec des pôles d'innovation, etc. Voilà, développer un projet IT, ça prend 2 ans, 3 ans, parce que voilà, il y a des outils qui sont là depuis des années. La bande passante n'est pas forcément évidente. Donc on voit que travailler avec les fintechs peuvent apporter des solutions, et on parlera plus tard de comment travailler avec les fintechs. Mais en tout cas, on apporte un peu des besoins, des solutions, des besoins qui existent dans le marché. Ça demande, j'imagine, beaucoup d'investissement. Vous me le disiez sur la plateforme. Vous avez levé, Sweep a levé énormément de fonds. Je crois que c'est une des fintech qui a levé beaucoup de fonds en France. Et effectivement, je pense que le gros sujet aujourd'hui, c'est avoir confiance dans la société, et la robustesse, le fait que quand on a un grand groupe, investir dans une solution, passer du temps à l'implémenter et se dire peut-être que la start-up sera plus là l'année prochaine, c'est aussi un gros pari. Nous, on a la chance d'être la plus grosse levée européenne dans une climate tech. On a levé 100 millions de dollars. Ce qui fait que, on fait attention à notre argent, parce qu'en ce moment, c'est aussi le jeu des startups, le cash burn. Mais l'idée, c'est de continuer à se développer, et sur les produits, et sur notre couverture géographique, et continuer à investir sur la robustesse de notre plateforme. Merci. Sébastien, je me retourne vers vous. Donc vous êtes associé chez Juliette Sterwen. Et vous travaillez aussi sur la relation grand groupe et start-up. Comment est-ce que vous pensez que cet aspect que vient de nous décrire Marianne, et qui existe dans beaucoup de fintech, peut être valorisé dans les grands groupes? Comment vous analysez en fait ce travail entre grands groupes et start-up? Est-ce que la relation est facile? C'est vrai que historiquement, la relation grand groupe start-up classique a mis du temps à se nouer. Est-ce qu'avec les fintech durables, l'historique joue? Est-ce que ça se facilite ou pas? Alors merci, la question du coup est longue et complexe, donc je vais essayer d'être synthétique dans ma réponse, mais ce qui est sûr, c'est que déjà dans ce qu'on vient d'entendre, il y a des sémantiques qui sont différentes, donc il y a des cultures d'entreprise qui sont différentes, et il y a des cycles entre guillemets d'investissement qui sont pas les mêmes entre le court terme, le cash burn qui a été prononcé, qui est une condition de survie de la startup, versus le grand groupe qui a une vision très long terme, un historique très long terme. Donc déjà, ce sont deux mondes qui essayent de communiquer et avoir la même sémantique. La chance qu'on a à l'heure actuelle pour voir et faciliter l'émergence des fintech durables, c'est qu'on a 10 à 15 ans de retour d'expérience de la collaboration entre les grands groupes et les startups. Et on peut dire que les grands groupes ont gagné en maturité par rapport à ça. À une époque où on entendait de toute façon il n'y a pas de danger, on les rachètera. Aujourd'hui, c'est comment on va collaborer avec eux au mieux, comment on va construire et faciliter cet écosystème, comment on va faire émerger finalement ces fintech, comment on va les aider. C'est une autre approche. Le contexte a véritablement changé. Le deuxième point, c'est que contrairement à il y a 10 ou 15 ans,
temps où c'était, on va dire, plutôt orienté front, c'est-à-dire finalement aider les grands groupes à avoir une offre à destination de leurs clients en fonction des segments, qu'ils soient corp ou particuliers. Là, on l'a entendu tout à l'heure, les fintech durables intègrent toute la chaîne de valeur front to back. C'est-à-dire que c'est pas simplement le front, c'est-à-dire avoir une diversification de l'offre, c'est aussi avoir de la sobriété numérique en middle et en back. C'est-à-dire que même l'infrastructure finalement proposée par les fintech durables est intéressante pour le grand groupe. Maintenant, on se pose la question pour les grands groupes, et c'est là où il y a un vrai sujet qui, à mon avis, elle n'est pas encore totalement solutionnée. C'est finalement la décision essentielle sur une feuille de route d'un grand groupe pour véritablement accélérer les cycles, qui est: est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Est-ce qu'on trouve la bonne fintech pour justement aller vite? Est-ce qu'on crée des partenariats sur des briques technologiques sous-jacentes pour faire émerger une nouvelle offre estampillée avec le nom de la banque ou de l'assureur? C'est ça la vraie question. Et donc ça veut dire que tout ce qui a été gagné en termes d'expérience depuis 10 ans ou 10 ou 15 ans sur les dispositifs d'innovation interne des grands groupes, qui sont désormais, on va dire, à peu près matures, plus ou moins d'avancées en fonction des écosystèmes, cette maturité-là, elle va servir l'écosystème des fintech durables. Et ça, c'est génial, entre guillemets. On a pris un peu de retard, on va pas dire que c'est satisfaisant de se dire que c'est seulement maintenant qu'on atteint une maturité pour collaborer avec les fintech durables. Néanmoins, ça, c'est un bénéfice qu'on peut utiliser en tant que fintech quand on arrive sur ce marché. Et donc, la clé, entre guillemets, c'est la bonne sémantique commune. Alors, je ne sais pas si je réponds totalement à la question, parce qu'elle était quand même multivariable, mais s'il y a un point que je n'ai pas forcément abordé, n'hésitez pas à me... Sur l'aspect durable, en fait, de ces fintech, est-ce que ça change? Est-ce que vous parlez de la maturité du fait qu'il fallait pérenniser, rendre ces fintech plus solides financièrement? Est-ce que le fait qu'elles soient, qu'on arrive sur des enjeux de durabilité, est-ce que ça veut dire aussi que les grands groupes doivent regarder ces fintech durables un peu différemment, pas forcément que sous un angle de rentabilité directe ou Ce qui est sûr, c'est on parle de fintech durable aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une start-up tout court qui n'a pas la durabilité dans son ADN. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de l'écosystème de manière générale sur... il n'y a plus de débat à avoir sur viser la durabilité ou non. Il y a une problématique majeure qui est que finalement, dans la structure RH des grands groupes, il y a de l'intergénérationnel, c'est-à-dire des générations qui essayent aussi de mieux se comprendre par rapport à ces problématiques. Et en fait, quand bien même il n'y a plus de débat, ce qui est sûr, c'est que les nouvelles générations qui arrivent dans le socle RH de ces grands groupes, elles sont extrêmement concernées et conscientes de ces problématiques-là. Donc ça a un impact aussi dans le relationnel avec les fintech durables, puisque c'est non seulement nécessaire sur la partie front, non seulement nécessaire, comme on le disait tout à l'heure, sur la partie infrastructure, donc toutes les technologies sous-jacentes que la banque va utiliser pour porter sur le marché une offre, mais c'est aussi nécessaire pour répondre à une attractivité de marque, une attractivité d'entreprise, parce que les salariés eux-mêmes ont pleinement conscience de ces enjeux et n'excuseraient pas le prochain employeur ou son employeur actuel s'il ratait ce virage qui n'est plus un débat, entre guillemets. Il faut y aller et donner le maximum de chance. Et les fintechs sont là pour accélérer justement ce changement qui doit être radical puisqu'il y a une urgence clairement identifiée, enfin depuis longtemps d'ailleurs. Mais... On touche presque à la valeur des entreprises. Du coup, c'est pas la valeur en termes de valorisation financière, mais aux valeurs des entreprises. Je ne sais pas si chez France Assureur ou à la Société Générale, vous le voyez aussi, ça, le fait que ces fintechs peuvent aider à cette transformation d'un modèle vers un modèle plus durable et en touchant à la valeur, à ce que nous racontait Sébastien. Je sais pas, moi, le sujet de l'innovation, c'est vraiment une des valeurs à la Société Générale. Donc, en fait, le travail avec les fintech, avec les green tech vient assez naturellement. Et après, quand on travaille dans un grand groupe, travailler avec des startups, c'est une vraie bouffée d'oxygène, hein, dans certains cas. Le fait d'aller vite sur une solution, d'être face à des gens qui ont une petite structure, qui peuvent être très agiles. Voilà, donc je pense que ça contribue à faire évoluer les cultures, mais les gens y vont assez naturellement, en fait, hein. Ça fait partie. Je pense que quand on a un sujet avec une start-up, on a des volontaires tout de suite pour aller regarder le sujet et échanger avec une start-up. D'accord. Malgré tout, la relation, et Marianne, on en avait parlé un peu, il y a des difficultés en fait à franchir quand on est une start-up ou une fintech pour aller vers un grand groupe. Est-ce que vous voyez encore des obstacles que vous devez lever quand vous travaillez avec des grands groupes, banques, assurances ou autres
Je pense que le premier obstacle, et après on peut le décliner en plein d'exemples, mais c'est réussir à donner confiance et à convaincre. Parce que quand on travaille... en fait, que ça soit Jérôme ou... oui, on a beaucoup d'exemples sur les clean tech. On fait des partenariats pour aider nos clients ou des solutions pour gagner de l'énergie ou pour restaurer, etc. Mais en fait, dès qu'on parle de fintech et donc on touche aux actifs, c'est déjà des exemples un peu moins communs, je pense, de travailler avec une fintech et des groupes bancaires dans le sens large. Nous, je pense que le fait qu'on ait justement une robustesse financière, ça a aussi pas mal convaincu dans des appels d'offres. Une robustesse de la donnée, parce que quand on travaille avec des actifs financiers, il faut forcément qu'on ait une sécurité de données super forte. Donc on a tout de suite, dès le premier jour, passé tout ce qui est ISO compliant, SOC 2 compliant, pour être sûr que la donnée soit vraiment bien sécurisée. Aujourd'hui, en fait, c'est toujours aussi les références. Maintenant qu'on travaille avec Banque de France, avec BPI, avec Crédit Agricole, enfin voilà, ça permet de montrer aussi qu'on sait gérer et des organisations complexes bancaires, mais aussi des portefeuilles de prêts, parce qu'on a commencé plus vite avec des fonds de private equity où la vélocité nous a permis en fait de gagner des clients plus rapidement. Mais convaincre des grands groupes bancaires, je pense que c'est l'étape d'après. C'est dès qu'on va toucher aux actifs, c'est un peu le sujet le secret bancaire, comment je peux sortir ma donnée, je peux pas vous donner accès, comment je travaille sur mes trajectoires. Alors que les outils sont faits pour ça, pour faire des simulations de je suis signataire de la NZBA, je dois prendre des engagements sur mes principaux secteurs et je dois dire je vais faire moins 30% sur le secteur du shipping d'ici 2030. Notre plateforme, elle est faite pour développer et simuler ces trajectoires. Mais c'est vrai que les discussions qu'on a, c'est on ne peut pas sortir les données de nos outils. Et donc ça, c'est l'étape d'après. Donc je pense que c'est vraiment cette confiance on peut faire l'empreinte carbone du groupe. Ça, je pense que c'est des sujets qu'on fait. Mais on peut gérer toute la partie non cotée parce que c'est des données qui n'existent pas. On nous propose beaucoup de faire des partenariats pour justement... on n'a pas de données sur nos PME, nos ETI, parce qu'elles ne font... C'est pas dans nos data providers ESG et elles ne font pas de bilan carbone et on aimerait leur proposer une solution. Donc partenariat, ça aussi, on a beaucoup de discussions. Mais intégrer le scope 3 investissement sur la plateforme, je pense que dès qu'on passe sur des plus grands groupes, c'est une discussion plus difficile. C'est des questions réglementaires ou pas du tout, ou plutôt de... Je pense que il y a quand même différentes... je pense il y a un mix, il y a un sujet réglementaire de protection de la donnée, il y a un sujet peut-être secret professionnel, entre guillemets, de comment on fait nos trajectoires, etc. Puis je pense qu'il y a un sujet complexité, en fait, pour les grandes entreprises, déjà de déterminer elles-mêmes leurs métriques, les retrouver, etc. Et donc, en fait, les gens, quelquefois, je pense, sont prudents en intégrant le fait d'intégrer un acteur externe. Est-ce que ça va finalement pas être plus compliqué que de le faire nous-mêmes? Et je pense qu'il y a toujours cette décision, ce qu'on disait tout à l'heure, entre la balance entre en fait je suis hyper spécifique et déjà j'ai réuni tous ces métiers dans un seul indicateur et je prends quelqu'un pour le faire. Et donc en fait c'est le gros sujet, je pense, pour n'importe quelle start-up, c'est buy or build. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais en fait en interne on a quand même toute une équipe de gens déjà hyper forts en IT, on va se débrouiller tout seul et finalement on a accès à nos données et faire venir quelqu'un en externe, finalement peut-être qu'on... Et donc pendant très longtemps l'empreinte carbone, je pense que ça a été géré en interne dans beaucoup de groupes bancaires et d'assureurs. Dès qu'on commence à parler CSRD ou effectivement simulation de trajectoire sur des sujets très spécifiques, où nous on va apporter une expertise climat, ESG, en plus d'une plateforme technique, c'est là où on peut un peu faire la différence et je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est des sujets sur lesquels on discute beaucoup, avec beaucoup d'acteurs bancaires en ce moment. Et je suis assez d'accord avec Sébastien, en fait... il y a une question de survie aussi de la start-up. Le pas de temps n'est pas le même entre un grand groupe et une start-up. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais chez BNP Paribas, je travaillais beaucoup avec des équipes innovation où pour nous, effectivement, on faisait plein de demi-journées de brainstorming, de POC, etc., avec des start-up pendant un an et demi. Mais en fait, dans la vie d'une start-up, c'est hyper long, en fait. Pour nous, ça veut dire plusieurs millions investis dans ces 1 an et demi.
sur lesquels on n'a rien vendu pendant 1 an et demi. Et donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir, même si on est très heureux de travailler avec des grands groupes, parce que le jour où on signera avec ces grands groupes, ça sera une très belle reconnaissance du marché. Mais il faut qu'entre-temps, on signe aussi des plus petits comptes pour survivre, en fait, parce que enfin, voilà, c'est la réalité d'une start-up. Il faut quand même qu'on devienne rentable à un moment donné. Parce qu'on aussi, on aime bien papoter avec plein de gens, mais au final, il faut quand même qu'on signe des contrats. Et donc, c'est ça le grand challenge, je pense. Le pas de temps n'est pas du tout le même entre un grand groupe et une start-up. Et côté grand groupe, que ce soit assureur ou banque, vous, comment vous travaillez avec ces startups du coup, en entendant ce problème de temps, quel type de contrat vous signez avec elles, qu'est-ce que vous attendez d'elles aussi? Je sais pas si... Peut-être nous, les tendances qu'on observe chez nos adhérents, on ne signe pas nous. Enfin, on travaille avec des startups en tant que fédération, mais la fédération en soi n'est qu'une petite PME. On n'est pas un grand groupe, mais en revanche, voilà, nos adhérents, ce qu'on pourrait observer, cette notion de POC, effectivement, je pense pendant quelques années, il y a 6-7 ans, on a beaucoup poké. On a poké à tout va. Proof of concept, preuve de concept. Et proof of concept. Et c'est vrai qu'effectivement, on avait ces directions innovation qui se structuraient dans les groupes, etc., qui étaient du coup en recherche de solutions un petit peu tous azimuts et qui du coup lançaient en fait des expérimentations avec des sociétés parfois très peu matures. Ça a tendance, la bande passante en fait que nos entreprises d'assurance sont en mesure de consacrer en fait à l'innovation, elle se resserre. Elle se resserre sur des sujets stratégiques. Alors du coup, le durable en fait partie. C'est la bonne nouvelle. Mais en revanche, ça veut dire que le niveau en fait, auquel il faut être quand on vient taper à la porte d'une entreprise d'assurance est plus élevé probablement qu'il y a encore 3 ou 4 ou 5 ans où on pouvait arriver, tester, faire une expérimentation, etc. Il y a eu quand même beaucoup d'effets déceptifs sur certaines offres, du temps passé en fait, et du coup maintenant voilà, ça se resserre effectivement vers des solutions plus professionnelles, plus matures, parce que les besoins en face ont aussi évolué. Donc c'est bien parce que ça veut dire que les sujets deviennent centraux, les sujets de transformation digitale sont cœur, et sur le climatique et le durable, enfin je pense que on aura toujours des besoins externes. Le make or buy, oui, on fera des choses en interne, mais il y aura toujours de l'appel aux ressources extérieures, vu l'ampleur du sujet. Mais en revanche, c'est vrai que le niveau auquel il faut être pour pouvoir venir travailler avec les entreprises d'assurance, pour notre secteur en tout cas, monte. Et ça, donc il faut en être conscient quand on est porteur d'un projet. Voilà, on a peut-être un peu moins de créativité ou d'effet POC qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années, je trouve. Du coup, ça rejoint le dilemme dont parlait Marianne, entre savoir grandir à temps et en même temps être suffisamment solide, être suffisamment grand et en même temps continuer de faire tourner la machine entre-temps, quoi. C'est un vrai dilemme. C'est ça, mais de toute manière, comme disait Jérôme, les besoins évoluent et donc nous, l'objectif, c'est de faire un produit qui réponde aux besoins. Donc on fait vraiment du co-design avec nos clients pour être sûr que le produit réponde à la réglementation, aux besoins du marché et qu'il soit utile. On parlait un peu de la durabilité chez les startups. Nous, on est entreprise à mission en France, on est Bicorp dès le premier jour. Dans les statuts de la boîte, on veut avoir de l'impact et réduire les émissions de la planète. Donc pour nous, le scope 3 est inclus par défaut. La trajectoire, elle est aussi inclue par défaut dans l'offre, en fait, même si du coup tout le monde n'est pas assez mature pour commencer. Mais on veut vraiment avoir un outil pédagogique et que nos clients l'utilisent pour réduire. Et donc, ça fait partie un peu de notre mission, entre guillemets. Et ça nous protège aussi parce que forcément, on a des fonds d'investissement qui ont investi dans la plateforme. Donc, au-delà des objectifs de rentabilité et de performance, on a aussi des objectifs d'impact qui font partie de notre comité de mission et sur lesquels on publie aussi. Aurélie, vous chez Société Générale, qu'est-ce que vous attendez en fait de ces startups? Est-ce que vous me disiez quand on préparait que vous aimeriez qu'elles travaillent aussi plus ensemble, finalement que c'était. On a quelquefois on a un panorama de startups et là on le voit qui est très grand et avec la sensation quelquefois que chacune a un bout de la solution et qu'en fait il faudrait arriver à mettre ensemble l'ensemble de la chaîne pour que ça soit efficace et pour passer à l'échelle en fait. Et donc c'est vrai que nous dans l'accompagnement on essaye de trouver les solutions pour faire passer à l'échelle la solution et que ça reste pas petit en fait. C'est l'incubateur qui fait ça ou c'est d'autres solutions que vous avez ?
Alors, on a plusieurs schémas d'accompagnement. Donc, on essaye de gérer le temps court en ayant de l'incubation, de l'accélération sur des périodes courtes de 6 mois, où on a un sponsor métier pour s'assurer qu'il y a bien quelqu'un que ça intéresse vraiment et qui va faire avancer les discussions. Et ensuite, on peut passer sur des modes d'accompagnement un peu plus longs, avec notamment de l'investissement en equity. On a une entité SG Ventures qui une fois qu'on a déterminé qu'on avait vraiment un intérêt commun, va investir en equity et va avoir aussi comme rôle d'aller, entre guillemets, vendre les services de la start-up à l'ensemble de nos métiers pour essayer vraiment de leur ouvrir les portes de toute la banque. Parce que je pense qu'une autre difficulté pour les start-up, c'est de frapper à la bonne porte. Enfin, nous, on a souvent expérimenté des pauvres start-up qui avaient contacté à peu près 200 personnes dans la Société Générale. Et On trouvait la bonne. voilà. Avec des besoins différents. Ouais. Il y a aussi Sébastien, je me tourne vers vous. Quand on a préparé, vous me parliez aussi de fintech qui finalement deviennent très, 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 très grosses, presque hors de portée des banques. On parlait de Lydia notamment. Est-ce qu'il y a aussi des fintech finalement qui concurrencent en quelque sorte, alors qui ne vont pas concurrencer Société Générale ou des grands assureurs, mais presque, qui arrivent sur des modèles comme ça et qui arrivent à des valorisations qui sont telles qu'elles sont hors de portée presque? Alors, si on est sur des valorisations élevées, on n'est plus forcément spécifiquement sur le durable, mais ce qui est certain, c'est que ce qui ne faisait absolument pas peur il y a 10 ans doit devoir questionner un petit peu le modèle économique de la banque elle-même et sa transformation, en fait. C'est comment s'organiser pour être plus rapide, parce que finalement, on a parlé de time to market. La question clé maintenant pour les grands groupes, c'est que les cycles économiques se sont raccourcis. La question de l'existence même du grand groupe, je suis désolé, il y a 10 ans, quand je disais ça, c'était très audacieux. Aujourd'hui, on peut se poser la question. Il y a effectivement des valorisations de fintech, pas forcément durables, mais qui viennent des pays émergents. Donc les écosystèmes fintech sont beaucoup plus matures dans ces pays émergents que ne le sont nos écosystèmes émergés. La réalité, c'est qu'en fait, les valorisations sont telles qu'on ne peut plus arriver à la phrase tant pis, on la rachètera. Ça ne marche plus. Donc en fait, la collaboration est forcée. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a maintenant besoin d'avoir une ouverture d'esprit. En revanche, ce qui est certain, c'est que le temps du POC à tout va est fini. On parle plus... et c'est là qu'il faut retenir les 10 ans d'expérimentation de la collaboration entre FinTech et grands groupes. C'est que la difficulté pour une FinTech, ça va être son passage à l'échelle, parce que sa stratégie d'entrée sur le marché va plutôt être sur des early adopters, des plus petits acteurs ou des niches, parce qu'aller taper à la porte du grand groupe, ça prend du temps. Il y a une certaine forme d'inertie et les grands groupes font de leur mieux, mais il y a quand même cette inertie de décision. Il faut avoir un sponsor, il faut que le cas d'usage soit très clair, que ça corresponde bien à la proposition de valeur de la fintech qui est dans l'écosystème et que par effet domino, chacun des métiers se dise oui, en fait, il y a un rationnel sous-jacent qui est peut-être pas front, mais qui est plutôt middle ou back, et dans ce cas-là, l'infrastructure peut se mettre en place à l'échelle de la grande banque. Mais finalement, pendant ce temps-là, la startup, elle a développé d'autres niches, elle a peut-être dépriorisé, elle a peut-être trouvé un moyen d'accélérer plus rapide. Donc si je reviens du coup au sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui ces fintech sont durables par essence, atteignent des valorisations assez importantes, parce qu'on parle d'une levée de fonds de 100 millions d'euros, donc la valo, vous imaginez bien. Donc elles sont plus en fait achetables entre guillemets par le grand groupe. Et donc la collaboration est nécessaire. En revanche, à quel moment dans la chaîne de valeur de l'innovation, à quel moment dans le degré de maturité en fait du grand groupe par rapport à la problématique traitée et ou à l'expression du besoin du côté de leurs clients finaux. Généralement, les fintechs sont parfois plus en avance que la qualification du problème qui a été détecté par le grand groupe. Donc c'est comment utiliser en fait les forces et les faiblesses de chacun des deux, en sachant que la force du grand groupe, c'est une fois qu'elle a décidé de passer à l'échelle, elle est capable de passer à l'échelle de manière assez rapide, parce que l'excellence opérationnelle est de mise. Enfin, je veux dire, ce sont quand même des grands groupes qui gèrent des PNL colossaux, avec une complexité d'organisation. On peut parler d'inertie certes, mais quand ils décident, ils y vont. En revanche, c'est avant. Et c'est là que l'écosystème de FinTech est extrêmement important pour les grands groupes, parce qu'ils peuvent accélérer. Ce n'est pas le POC à tout va, c'est le scale à tout va en ce moment. Et effectivement, les budgets sont là. La capacité d'investissement des grands groupes n'est absolument pas au détriment de l'écosystème. Et quand bien même ils décideraient de le faire par eux-mêmes, ça servira à l'écosystème. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même des propositions de valeur qui sont très claires, qui sont très segmentées, avec des convictions très très fortes. Et en fait, ces convictions très fortes font que, comme la condition de survie est de mise pour ces nouveaux acteurs, en fait, il y a une
une vélocité énorme, et tant mieux, parce que c'est ça la condition du succès. Enfin, juste pour info, je suis un ancien de BNP Paribas, mais je suis aussi passé par le Y Combinator avant d'être dans le conseil. Quand on parlait de vélocité Y Combinator, c'était 6 à 7% de croissance hebdomadaire. Faites le calcul annuel, vous voyez, on n'est pas du tout dans les croissances visées par les membres du CAC 40. Donc encore une fois, ce sont deux mondes qui essayent de se parler, qui ont des avantages et des inconvénients, et le bénéfice pour l'écosystème, c'est si tout le monde arrive à se comprendre et à décider vite. Donc, et là dans ESG, il y a G, gouvernance, et la gouvernance, c'est le processus de décision, et c'est là qu'il y a un effort colossal qui, à mon avis, les grands groupes n'ont pas encore retenu les leçons des 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il faut véritablement décider vite, parce que c'est une condition de survie pour l'écosystème des fintechs durables, mais c'est aussi désormais une condition de survie pour le grand groupe lui-même. Et donc là, des interrogations émergent, mais c'est peut-être un autre débat qu'on peut avoir par ailleurs. En termes de gouvernance, qu'est-ce qui doit changer La gouvernance, c'est un processus de décision. Et souvent, il y a une confusion entre gouvernance et organisation. C'est-à-dire qu'il y a une escalade ou une descente d'informations. Décider vite, c'est mobiliser les personnes dans une organisation qui sont capables de décider avec le niveau d'information nécessaire, bien évidemment. Mais ça, pour le coup, c'est un vrai travail. Et au niveau de si on prend la durabilité, il y a une gouvernance dédiée, au même titre qu'il devait y avoir une gouvernance de l'innovation, au même titre qu'il y a une gouvernance d'entreprise. Ce sont des sujets qui devraient désormais être mixés, puisque ce sont des axes stratégiques majeurs. Notamment, la gouvernance durable devrait être assimilée à la gouvernance de l'entreprise et aller beaucoup plus vite que la vélocité affichée aujourd'hui dans le processus de décision. C'est quelque chose qui vous parle peut-être chez les côté assurance ou banque, ou est-ce que vous voyez dans vos groupes ou autour des choses bouger dans ce sens-là? On aimerait décider toujours très vite, mais voilà, on est dans des groupes extrêmement complexes, et donc en fait le challenge pour nous, c'est d'arriver à faire fi de la complexité ou à trouver la réponse simple à un problème très complexe et à effectivement mobiliser l'ensemble de la chaîne de décision pour avancer. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'avoir isolé, entre guillemets, sanctuarisé un certain nombre de budgets, d'actions qu'on peut faire sans avoir à mobiliser l'ensemble de la structure. Voilà. D'ailleurs, c'est un point, et je te remercie parce que c'est très juste. Encore une fois, j'espère ne pas avoir dit autre chose que ce qui vient d'être dit, parce que la complexité est au rendez-vous. Mais la complexité, elle est aussi pour la fintech. Et le point qui est extrêmement important avec la gouvernance, décider vite, à la rigueur, je pense que tout le monde aimerait le faire, et souvent on s'en approche. En revanche, il faut associer la décision avec les faits. Et souvent, la décorrélation entre décision et investissement fait que l'inertie est entre les deux. Typiquement, une fintech qui est durable, qui tape à la porte d'un grand groupe, qui convainc par sa proposition de valeur, parce qu'il y a des besoins métiers, des sponsors métiers, que la décision est prise, mais que l'investissement passe par le processus classique budgétaire, on peut se revoir 6 mois après, la fintech, elle a eu un oui, donc elle s'est mise en mode d'action, et ça va vite, mais en revanche, il n'y a toujours pas l'argent. Donc c'est très compliqué aussi sur ce plan-là, c'est pour ça que la gouvernance est la clé, mais l'investissement qui est associé à la décision est aussi extrêmement important. Enfin, c'est vraiment un énorme travail, un énorme chantier, la gouvernance, pour le coup. Oui, peut-être en réaction par rapport à ce point-là, évidemment, effectivement, qu'on aimerait tous aller plus vite. Il y a un élément dont il faut tenir compte pour les secteurs qui sont les nôtres, banque et assurance, je pense qu'on se rejoindra là-dessus, c'est qu'on est dans des environnements extraordinairement réglementés. Il y a une pression réglementaire qui est absolument colossale et qui est une pression qui se traduit par des impacts très très forts sur l'IT. C'est-à-dire que tous les textes réglementaires qu'on voit arriver en ce moment, sur l'intelligence artificielle, sur la résilience cyber, sur le durable, sont des textes qui ont des impacts très très forts sur les systèmes IT. Et donc forcément, arriver à aller vite en séquençant les impacts 2024, 2025, 2026 de toutes ces réglementations qui arrivent, c'est pas quelque chose qui pousse effectivement à prendre des décisions de manière trop hâtive. Donc on a bien cette injonction en fait du monde dans lequel on est, où on voudrait tous aller aussi vite que les startups, et en même temps, il y a l'inertie de la taille. Et il y a la problématique réglementaire qui vient aussi jouer en fait, sur les processus de décision. C'est la direction de la conformité qui vient mettre son nez dedans, j'imagine. On a parlé beaucoup de collaboration entre FinTech et grands groupes. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de concurrence peut-être? On voit, alors je pense à des néobanques vertes qui se sont montées. Je crois que c'est 2 ou 3 dernières années, ou peut-être 4 ans, des néobanques vertes qui se montent en France, qui proposent au client final du coup d'avoir un argent qui est pas investi dans les énergies fossiles, par exemple. Est-ce que c'est une concurrence? Est-ce que vous voyez comme une concurrence ou comme
quelque chose en plus ou peut-être un phénomène qui ne durera pas, je ne sais pas. Pour moi, c'est une concurrence, mais il y a de la place. Voilà, donc on ne les prend pas comme une menace et les volumes à financer, les volumes à investir sont tels que voilà, on avance en parallèle. Et alors après, pour nous, ça fait aussi un peu teasing dans certains cas et ça nous aide en interne à pousser un certain nombre de sujets, à avancer plus vite aussi. Donc c'est plutôt bénéfique en fait. Ça bouscule sans qu'il y ait de relation forcément avec elle, pardon. Ça vient malgré tout vous challenger en quelque sorte. D'une certaine façon, oui, en interne, ça challenge parce que les gens regardent, voilà. Après, les enjeux sont pas les mêmes, donc. Voilà. Les enjeux de conformité sont moindres. Il y a aussi des néo-assureurs, j'imagine. Oui, alors en assurance, en fait, des entreprises d'assurance qui ont obtenu un agrément d'assurance, donc qui sont vraiment en compétition frontale, donc des insurtech qui vont demander un agrément d'assurance et qui vont entrer en compétition frontale avec les assureurs, c'est vraiment, en France en tout cas, et même en Europe, c'est souvent l'exception qui confirme la règle. La plupart du temps, on a plutôt des insurtech ou des fintech qui viennent en mode coopération ou collaboratif avec les entreprises d'assurance. Et je dirais, je vous rejoins sur le fait que même quand il y a compétition, c'est plutôt stimulant. C'est des choses qui ont poussé en fait les acteurs traditionnels à améliorer leur parcours d'onboarding client, à améliorer leurs interfaces clients. Donc c'est plutôt des choses qui ont joué de manière positive. Mais après, c'est vrai que l'écrasante majorité aujourd'hui des startups qu'on voit dans l'univers InsurTech sont plutôt dans un mode coopératif et viennent proposer en fait des services, proposer en fait de s'insérer dans la chaîne de valeur des assureurs ou proposer des éléments plus transformants comme sur le durable, mais plutôt en mode prestataire de services et coopératif plutôt qu'en concurrence frontale. Je ne sais pas si, Sébastien, vous voyez des concurrents en fait, qui pourraient émerger ou pas. Alors, il y a des concurrents qu'on voit déjà, mais qui effectivement sont rares du fait des réglementations. Mais en fait, il y a énormément de concurrents que personne ne voit avec le prisme français ou européen. Encore une fois, c'est au sein des pays émergents. Il y a plusieurs exemples de fintech et d'insurtech, ça commence effectivement, qui émergent d'Amérique du Sud, qui émergent du continent africain, parce qu'en fait, il y a un saut quantique qui est possible, puisqu'il n'y a pas encore les usages matures qu'on a en Europe. Donc en fait, tout est possible. Et pour le coup, l'investissement sur ces parties du monde sont assez conséquents. Et donc, en fait, il y a effectivement des signaux faibles ou des signaux un peu invisibles. Alors, c'est contradictoire, un signal invisible, mais peu importe. Le fait est que oui, il va y avoir une émergence assez rapide d'acteurs assez compétitifs et qui pourraient arriver non seulement avec les agréments de manière assez surprenante, pour venir concurrencer les grands groupes. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde, effectivement, mais il y a aussi une impatience de l'écosystème, et donc parfois l'idée de court-circuiter ou de venir vraiment concurrencer le grand groupe, et encore une fois liée à la condition de survie. C'est qu'ils ne veulent pas travailler avec nous, très bien. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils essayent tant bien que mal. Mais en tout cas, il y a un moment où, en tant que dirigeant de start-up, la décision peut se prendre de court-circuiter les grands groupes. Et ça peut arriver, malgré effectivement les réglementations. Et encore une fois, la réglementation, c'est une contrainte pour les grands groupes, mais c'est une opportunité pour les nouveaux entrants. Donc encore une fois, c'est une question de perception. C'est ce que vous me disiez justement tout à l'heure, avec le fait que vous n'aviez pas de legacy, en quelque sorte. Le fait que la réglementation, pour vous, c'est plutôt une opportunité. Enfin, le legacy, c'est plutôt sur les outils IT. Nous, on peut partir d'une technologie plus innovante et plus agile. Après, la réglementation, mais même dans le métier de la banque, la réglementation est source d'innovation parce que finalement, les groupes bancaires et assurances aussi développent des offres en fonction de la réglementation. Nous, en fait, on va pouvoir vraiment, en termes de vélocité, pouvoir proposer quelque chose rapidement. Après, oui, je suis d'accord qu'il y a plein de choses qui émergent et c'est pas forcément... voilà, il y a plein de compétitions aujourd'hui. C'est vrai que tous les matins, il y a une plateforme ESG qui émerge. Donc, même nous, on regarde un peu la compétition. Je me dis qu'en tant qu'acheteur, c'est pas facile de s'y retrouver. Tout le monde propose un peu la même chose. Donc, il faut aussi, même si c'est pas d'époque, avoir confiance dans la solution. Mais au-delà, même à titre individuel, aujourd'hui, il y a des néobanques, il y a des nouvelles solutions d'investissement, il y a des Goodvest qui proposent des offres d'assurance vie alignées.
Mais quelque part, avec justement ces agréments, elles sont toujours backées par des acteurs historiques. Enfin, Goodvest, derrière Goodvest, c'est les partenariats avec Generali. Derrière toutes les néobanques, il y a quand même des banques historiques parce que les agréments ACPR, c'est quand même pas si facile à avoir. C'est souvent pour des comptes courants, il n'y a pas beaucoup de prêts derrière. Enfin, même l'offre est limitée justement par cet agrément et cette réglementation. Donc c'est pour ça qu'il y a des produits qui commencent à se développer. Après, c'est pas forcément simple d'évoluer dans le monde bancaire pour tous ces sujets. Dès qu'on va être un acteur avec des agréments, ça veut dire beaucoup de reporting. Donc on voit les sociétés de gestion et les groupes qui ont développé des départements compliance de plusieurs centaines de personnes pour répondre à toutes les réglementations qui émergent aussi tous les 6 mois. Ça veut dire que, voilà, des fois, c'est pour vouloir aussi jouer dans la cour des grands, il faut s'équiper comme un grand groupe et on perd cette agilité. Donc je pense que même pour nous, on fait partie d'un écosystème. Voilà, moi j'ai travaillé 18 ans dans la banque et donc du coup je suis très consciente en fait des contraintes internes et c'est pour ça que quand on développe une offre et quand on parle à nos clients, on leur propose des choses qui sont plus ou moins compatibles avec leurs enjeux et leurs contraintes internes. Et c'est ça, et je suis assez d'accord avec ce que disait. Pour pouvoir y arriver, il faut faire partie d'un écosystème. C'est-à-dire que nous, on va être très bon sur la partie carbone et ESG, mais on va faire des partenariats dans l'asset management avec des PMS, donc des portfolio management systems, ou avec des outils de transparisation qui seront certainement meilleurs que nous, qui ont investi aussi. Donc voilà, c'est comment nous, entre fintech, on s'interconnecte pour pouvoir mieux servir nos clients bancaires ou assureurs. Parce que nous, en fait, on est des plateformes natives, et donc s'interfacer, ça doit faire partie de notre ADN. Et donc déjà même dans l'écosystème des gagnants des précédentes éditions, aujourd'hui on s'interconnecte avec Wifin, on travaille avec d'autres, on discute avec d'autres, parce que finalement on fait partie d'un écosystème et donc on doit aider l'écosystème dans son ensemble. C'est ce qui répond aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, Aurélie, qu'il fallait que ces startups travaillent entre elles, en fait. C'est ce que vous faites. Oui. Oui. Pour assurer en fait un continuum, un parcours complet en fait. Je crois qu'on arrive à la fin de notre table ronde. Merci beaucoup à tous les cadres. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci Arnaud. Merci.